bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration au cœur de l'intelligence artificielle. Ça bouge énormément en ce moment, c'est une vraie avalanche de nouveautés. Ah oui, le rythme est assez fou ces derniers temps. On voit l'IA qui s'infiltre vraiment partout. Ça redéfinit notre façon d'interagir avec le numérique et même avec le monde réel. C'est exactement ça qu'on va explorer aujourd'hui. Comment l'IA devient cette nouvelle interface un peu entre nous et l'info, entre nous et les services, et même, on va le voir, entre nous et le code. On a pas mal de notes là sur les navigateurs boostés à l'IA, les outils pour les développeurs, l'automatisation, et quelques surprises aussi. Tout à fait. L'objectif, c'est d'aller un peu au-delà des effets d'annonce, de décrypter ce que ça change concrètement, et puis de comprendre un peu les stratégies derrière tout ça. Essayer de faire le tri, quoi. Parfait. Alors, attaquons direct avec cette bataille qui s'annonce sur les navigateurs. OpenAI a sorti Atlas. C'est un navigateur avec ChatGPT intégré. L'idée, c'est quoi? Un assistant qui nous suit partout quand on navigue? C'est ça l'idée de base. Atlas, en gros, c'est une surcouche intelligente sur la navigation web. Il peut te résumer une page pendant que tu la lis, extraire des infos importantes, t'aider à comparer des trucs, ou même, l'exemple qui revient souvent, lister et commander les ingrédients d'une recette que tu viens de dénicher. Hmm. Et pour ceux qui payent, il y a un mode agent. Là, ça devient plus autonome. Réserver un resto, planifier un voyage avec plusieurs étapes. Prompter le web, peut-être, avec la voix. Commander des chaussures juste avec une photo, c'est pas un peu gadget ça, ou c'est vraiment vers ça qu'on va? La vision qu'ils affichent, c'est clairement la simplification radicale. Mais il faut pas se leurrer, derrière l'expérience utilisateur, il y a une logique économique très forte. Ah oui, hein? Faire tourner ces gros modèles d'IA, ça coûte une fortune. Et un navigateur, c'est la porte d'entrée du web. Ça capte ton attention, tes recherches, ce que tu veux acheter. C'est une mine d'or en fait. Exactement. Pour la pub ciblée, les recommandations, les commissions sur les achats via l'assistant, contrôler le navigateur, c'est stratégique. Logique implacable. Mais cette IA partout, tout le temps, est-ce que ça ne risque pas d'être un peu intrusif? Ou peut-être même de ralentir la navigation si tout doit passer par l'IA. C'est une bonne question. Sur la vitesse, les premiers retours semblent dire que c'est assez réactif. L'IA intervient surtout quand on la sollicite ou pour des tâches en arrière-plan. D'accord. Pour l'intrusivité, oui, c'est le gros enjeu de la confiance. OpenAI a l'air d'en être conscient, il communique pas mal sur les retours utilisateurs. Ils ont déjà annoncé des ajustements, plusieurs profils, des groupes d'onglets, le choix du modèle d'IA plus rapide ou plus puissant, un bloqueur de pub en option. Et il y a cette fonction qui a fait parler, chercher dans son historique en langage naturel. Fini de galérer avec les mots-clés. C'est ça. Pouvoir demander retrouve-moi l'article sur l'archidurable lu la semaine dernière. C'est un gain de temps énorme. C'est de la recherche sémantique. Ça comprend le sens. Ah oui, Alors évidemment, ça veut dire que l'historique est analysé. Ça pose des questions de confidentialité pour certains, c'est sûr, mais pour retrouver une info perdue, la valeur ajoutée est là. C'est un bon exemple de l'IA comme interface qui facilite les choses. et Microsoft évidemment n'a pas attendu, grosse mise à jour d'Edge avec Copilot, et l'arrivée de Mo, cette petite boule animée, un petit air de Clippy, non? Mo, oui, ça ajoute un côté un peu sympa, conversationnel. Mais le plus important, c'est les fonctions. Copilot dans Edge, maintenant, il a une mémoire. Il se souvient des conversations précédentes, un peu comme ChatGPT. Mhm. Et surtout, il lance les chats collaboratifs. Ça, c'est intéressant. Tu bosses sur un truc en ligne, tu peux inviter un collègue dans la conversation avec l'IA pour brainstormer, vérifier des infos, coécrire. Ah, ça c'est pas mal. On passe de l'interaction homme-IA à homme-IA-homme. Ça peut changer la façon de bosser en équipe. D'ailleurs, OpenAI a réagi quasi le même jour en élargissant les projets partagés sur ChatGPT. La course est lancée, hein? Complètement. Et Microsoft a cet avantage énorme. Il contrôle Windows. L'étape d'après, logique pour eux, c'est d'intégrer ça direct dans l'OS. Directement dans Windows. Oui, tu pourrais prompter ton PC, mets plus de lumière, trouve en fond d'écran espace et applique-le, où est passé mon fichier de présentation, l'OS entier deviendrait conversationnel. Si les navigateurs et les OS deviennent conversationnels, qu'est-ce qui se passe pour les outils plus pointus, comme pour les développeurs? Justement, Anthropic a simplifié l'accès à Claude Code, leur assistant pour coder, directement dans le navigateur. Fini les installations compliquées. Oui, c'est un gros pas pour l'accessibilité. Claude Code, il est basé sur leurs modèles Sonnet et Opus, et il était déjà réputé pour bien générer, expliquer, corriger le code. Mais bon, fallait souvent utiliser la ligne de commande.
Ce qui rebute pas mal de monde. Exactement. Là, avec une interface web, c'est simple. Tu décris ce que tu veux en langage naturel. Fais-moi une fonction Python qui trie ça par date. Tu peux connecter ton dépôt de code sur GitHub par exemple, j'imagine via un truc sécurisé comme OAuth, et hop, Claude te sort le code, te dit s'il voit des bugs et peut même t'expliquer pourquoi il a fait comme ça. Donc, même quelqu'un qui n'est pas hyper calé en technique pourrait décrire un besoin et avoir une première version de code. C'est l'idée, oui. Rentre le développement assisté par IA plus accessible. L'intégration avec GitHub, c'est clé aussi, pour travailler sur des projets existants. Ça met Claude Code face à GitHub Copilot, bien sûr. Mais Anthropic parie sur la qualité de ses modèles pour le code. D'ailleurs, on voit bien deux stratégies là. OpenAI vise plutôt le grand public avec Atlas, et Anthropic se concentre sur les pros, les développeurs. Et il se dit que les API d'Anthropic sont déjà très utilisées pour le code, peut-être même plus que celles d'OpenAI sur ce créneau précis. C'est ce qui circule, oui. Difficile d'avoir les chiffres exacts, mais ça montre que leurs modèles sont reconnus dans ce domaine. Ils ont une base solide chez les pros, même si ChatGPT est plus connu du grand public. Ces outils deviennent une nouvelle interface pour créer du logiciel, en fait. Mais attends, si l'IA génère du code juste sur une description, est-ce qu'on est sûr de la qualité, de la sécurité? Surtout si c'est généré par des gens moins experts. Très bonne question. Et la réponse, pour l'instant, c'est pas toujours. L'IA, elle peut faire des erreurs fines, introduire des failles de sécurité ou faire du code pas très optimisé. Donc l'humain reste indispensable. Essentiel. Mais son rôle change. Ça devient plus de la supervision, de la validation, de la correction des erreurs de l'IA. Et surtout, concevoir l'architecture globale, avoir la vision d'ensemble. Ça, l'IA ne le fait pas encore. Savoir bien prompter l'IA de code, comprendre ce qu'elle sort et l'intégrer intelligemment, ça devient une compétence clé. C'est peut-être, paradoxalement, un moment super excitant pour être développeur, si on maîtrise ces outils. Cette évolution du travail, ça nous amène direct à l'automatisation et l'emploi. C'est un sujet sensible. Il y a eu cet article sur Amazon qui a fait beaucoup de bruit, parlant de remplacer des centaines de milliers d'emplois par des robots. C'est quoi la réalité derrière? Alors là, oui, il faut vraiment lire au-delà du titre choc. L'article, basé sur des documents internes, ne dit pas qu'Amazon va virer massivement ses employés actuels. Ah bon? Non. Il dit plutôt qu'Amazon estime que, grâce à l'automatisation croissante de ses entrepôts, l'entreprise pourra éviter d'embaucher environ 160 000 personnes de plus aux US d'ici 2027, et peut-être 600 000 à plus long terme. Tout ça en continuant à augmenter ses volumes. Ah, la nuance est énorme. Ce sont des embauches futures évitées, pas des remplacements directs. Exactement. Le message perçu au départ était beaucoup plus anxiogène. C'est typique de la simplification de ces sujets. D'ailleurs, les entreprises elles-mêmes utilisent un langage très policé. Elles parlent de technologies avancées, de cobots, les robots collaboratifs, plutôt que d'automatisation pure. Pour faire passer la pilule. Un peu, oui. Et pour mettre en avant l'idée de collaboration. Les robots font les tâches pénibles ou répétitives, porter, trier, et les humains supervisent, maintiennent, gèrent les exceptions. Ce n'est pas juste réduire les coûts pour Amazon, c'est aussi un signe de transformation de la logistique. Les humains montent en compétences, en théorie. Mais même si ce ne sont pas des remplacements immédiats, l'impact sur le besoin de main-d'œuvre futur, il est bien là. Ça veut dire moins d'emplois peu qualifiés créés dans ce secteur. C'est une conséquence probable, oui. Le travail en entrepôt change. Les compétences de demain ne sont pas celles d'hier. Il faudra sans doute plus de techniciens pour les robots, des opérateurs de systèmes automatisés, des analystes de données. Ça pose la question cruciale de la formation, de la reconversion pour accompagner ça et éviter de créer un fossé. Passons à d'autres nouveautés, un peu plus en rafale, mais qui montrent bien les tendances. D'abord, LTX2, un nouveau générateur de vidéos open source. Ça a l'air pas mal, hein? Oui, c'est proposé par une boîte qui s'appelle LTX. Sur le papier, c'est assez bluffant. Vidéo 4K native, jusqu'à 50 images secondes, avec du son synchronisé. Ça vient concurrencer directement les gros comme Sora d'OpenAI ou VO de Google. Et c'est open source. Voilà, c'est ça le point clé. Ça favorise l'innovation par les communautés. Et, théoriquement, ça pourrait tourner sur des cartes graphiques grand public. Bon, grand public dans le monde de l'IA, ça veut souvent dire quand même du matériel costaud, hein. La qualité des démos, surtout la physique des objets, a l'air assez dingue. Mais l'open source, comme d'hab avec ses modèles puissants, ça repose la question des usages malveillants, non? Les deepfakes encore plus réalistes, la désinformation. C'est le dilemme permanent de l'open source. Même si les créateurs mettent des garde-fous au début, des filigranes, des filtres, on sait bien que la communauté trouve souvent comment les contourner.
Une fois que le modèle est dehors, le contrôle est très difficile, voire impossible. C'est un vrai défi. Comment on fait pour innover ouvertement tout en prévenant les abus? Autre registre, DeepSeek OCR, une approche chinoise pour apprendre aux IA à lire du texte, en le voyant comme une image. C'est bizarre, non? C'est assez contre-intuitif, oui. Normalement, les IA découpent le texte en petits bouts, les tokens. Hmm. Mots, sous-mots. Oui. Là, non. DeepSeek OCR prend une page entière de texte, la traite comme une seule image et la compresse en une représentation visuelle. D'après eux, c'est beaucoup plus efficace, jusqu'à 10 fois plus, et ça préserve mieux le contexte global de la page. La mise en page, les tableaux, ils parlent d'inversion de paradigme. C'est fascinant. Si ça marche et que ça se répand, ça pourrait changer quoi? Aider les IA à lire des vieux documents scannés, des PDF complexes. Exactement. Ça pourrait débloquer l'accès à des tonnes d'infos qui sont aujourd'hui coincées dans des formats images ou des mises en page que les modèles actuels lisent mal. Les archives numérisées, les formulaires, les papiers scientifiques avec des schémas. Ça pourrait aussi booster les modèles vraiment multimodaux, ceux qui comprennent nativement le texte dans l'image. Une nouvelle interface pour accéder à la connaissance visuelle en somme. Restons dans le visuel et la voix. YouTube qui adapte ses règles pour protéger les créateurs contre l'usurpation d'identité par IA. On peut signaler les vidéos qui imitent notre voix ou notre visage. Oui, c'est une mise à jour importante de leur politique. Maintenant, n'importe qui peut demander le retrait d'un contenu généré par IA qui imite de façon réaliste son apparence ou sa voix unique, si c'est fait sans autorisation. C'est une protection contre les deepfakes en gros. C'est ça, contre l'utilisation non consentie de son image ou de sa voix. C'est crucial. YouTube dit quand même que l'outil n'est pas parfait et qu'ils regarderont le contexte parodie, critique, etc. Et pour finir ce tour d'horizon, deux trucs un peu plus inattendus. D'abord, Refashion, un projet du MIT pour remixer ses fringues. C'est un projet de recherche du MIT Media Lab, donc c'est encore expérimental. C'est un outil logiciel, un peu comme un logiciel de KO, conception assistée par ordinateur, mais pour la mode. Ah. Il permet de créer des vêtements modulaires. Imagine un pantalon dont tu détaches les jambes pour faire un short, une veste où tu changes les manches. L'IA aide à concevoir ces pièces et à voir les combinaisons. Le but, c'est de pousser une mode plus durable, plus circulaire, transformer au lieu de jeter. C'est une interface de design pour une mode perso et moins polluante. Malin. Et pour finir, Yelp, la plateforme d'avis, lance des services de réceptionnistes et d'autres d'accueil virtuels. Avec de l'IA? Tout à fait. 2 services par abonnement, autour de 99 $ par mois. Yelp Host pour les restos. L'IA répond au tel, prend les résas, gère la liste d'attente, donne le temps d'attente, envoie le menu par SMS. Pas mal. Et Yelp Receptionist pour d'autres boîtes, coiffeurs, garagistes. Prend les RDV, collecte des infos clients, filtre les appels. Et tout ça, 24/7. Alors là, on imagine le scénario. Mon assistante IA perso, genre Google Assistant, qui appelle un resto pour réserver et qui tombe sur l'assistante IA de Yelp. 2 IA qui papotent pour m'organiser ma soirée. On y est presque. C'est une illustration parfaite de cette tendance. L'IA devient l'interface non seulement entre l'humain et la machine, mais aussi entre les machines elles-mêmes, qui agissent pour nous. Ça fait penser un peu aux emails. Tu utilises une IA pour écrire un long mail poli à partir d'une idée simple, et ton destinataire utilise une autre IA pour résumer ton long mail à l'idée essentielle. L'IA, intermédiaire universel. Quel tour d'horizon! Des navigateurs qui devinent ce qu'on veut, du code qui s'écrit tout seul, des robots qui changent le travail en entrepôt, des vêtements qui se transforment, des réceptionnistes virtuels. L'IA s'enfiltre vraiment partout. Elle devient cette interface omniprésente. C'est vraiment ça le constat principal. Elle pénètre nos outils du quotidien, navigateur, OS, outils pro, service client, de plus en plus vite, de plus en plus profondément. Chaque nouveauté apporte des gains, des possibilités, mais soulève aussi des questions de fond. L'impact sur l'emploi, les compétences, les risques de désinfo ou de manipulation, la vie privée face à ces outils qui en savent toujours plus, et même la définition de la créativité humaine. Et ça nous laisse avec une question, pour la suite, peut-être la plus folle. Dans ce monde où les IA génèrent du texte, des images, du code, de la musique, où elles parlent presque comme nous, comment on va faire la différence? Et surtout, quelle valeur on va donner demain à ce qui est créé vraiment par un humain, sans aide ou presque, par rapport à ce qui est co-créé ou généré par une machine? C'est la grande question. La frontière devient hyper floue. La notion même d'authenticité va peut-être devoir changer. Ça donne à réfléchir, hein. Absolument. Merci d'avoir décrypté tout ça avec nous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.